Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Natacha Ruiz, co-auteure du Guide de la mode éco-responsable et fondatrice de Poesia. Et ce soir, je suis avec Victoire Sato et Cécile-Jeanne Guérard, qui sont nos invités du jour pour le nouvel épisode du talk-show Mode créatrice d'envie, comment devenir consommateur. Alors pour rappel, ce talk-show a vu le jour à l'occasion de la sortie du Guide de la mode éco-responsable qui a été publié par Mango Édition et coécrit avec Alice Lehoux. Et donc, ce talk-show a vraiment pour vocation de connecter les professionnels de l'industrie de la mode et du textile avec le grand public pour qu'ensemble, nous puissions échanger et co-créer l'industrie de la mode de demain, d'aujourd'hui, pour la rendre plus vertueuse. Alors, le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le nouveau journalisme de mode. Alors, qu'est-ce qu'on entend par nouveau journalisme de mode? C'est deux mouvements. D'un côté, on a notamment le concept de slow journalisme. Donc, vous avez certainement dû entendre parler de slow fashion, slow food. Eh bien, ça s'applique aussi au monde des médias avec ce slow journalisme, un journalisme qui se développe de plus en plus et qui propose des contenus plus intemporels, plus approfondis et qui vont plus justement répondre à une contrainte de temps ou à une volonté de produire du contenu sans cesse. D'autre part, vous avez aussi le journal d'impact, un journal positif de solutions qui se développe et qui vient justement nuancer les médias traditionnels qui vont être plus centrés sur les problèmes suscitant la peur, par exemple, ou encore des médias qui vont insister sur la surconsommation de biens. C'est notamment ce qu'on peut trouver dans les magazines de mode traditionnels, dans lesquels on va trouver une publicité qui va presque parfois prendre la majorité du magazine. Alors, on voit des nouveaux médias qui voient le jour et qui s'inscrivent justement dans ces mouvements de slow journalisme, de journalisme d'impact ou de journalisme d'investigation, qui va beaucoup plus en profondeur. Et ce soir, du coup, j'accueille deux fondatrices de deux nouveaux médias qui sont complémentaires, puisque l'un est digital et l'autre est papier. Et ils parlent de mode, entre autres, et d'une façon, une nouvelle manière, avec profondeur et engagement. Donc, elles sont d'ailleurs référencées dans le guide de la mode éco-responsable. Et ce soir, donc, j'accueille notamment Cécile-Jeanne Guérard, contributrice du guide, et qui est fondatrice et rédactrice en chef de la revue papier Homemade, et qui est aussi journaliste rédactrice indépendante et qui évolue depuis plus de 10 ans dans l'univers des médias. Alors toi, Cécile, tu es passionnée par le vêtement et ses implications, qu'elles soient esthétiques, culturelles ou sociales. Et pour toi, tu es persuadée que le vêtement peut être un vecteur d'engagement multiple. Et c'est ça qui te donne envie justement de créer en 2016 le média digital unmade.fr, qui est totalement dédié à la mode responsable. Et en 2017, tu cofondes aussi le label de créateurs textiles engagés Une autre mode est possible. Alors, on va voir plus précisément avec toi ce que c'est Unmade, mais en résumé, c'est une revue de mode indépendante et engagée qui pose un regard différent et transversal sur le vêtement. Donc, tu nous préciseras tout à l'heure exactement de quoi il s'agit. Et d'autre part, on a Victoire Sato, cofondatrice du média The Good Goods, qui a eu un premier parcours en tant que médecin radiologue et passionnée par la mode, elle se lance justement dans le journalisme d'investigation sur la transition environnementale et sociale de l'industrie de la mode via ce média The Good Goods en 2019. Donc, en résumé, il s'agit d'une start-up française multicanale qui est spécialisée dans la mode et le lifestyle éco-responsable et qui a pour objectif d'aider les parties prenantes de l'industrie textile, consommateurs et marques, à amorcer et à vivre leur transition écologique grâce à l'information. Alors, je vous invite tous à nous poser vos questions tout au long du talk show et on prendra le temps d'y répondre à la fin. Alors, je vous propose qu'on commence tout de suite avec les questions concrètes sur vos médias. Et j'aimerais vous demander justement de nous raconter un petit peu l'histoire qui vous a conduit à créer vos médias. Pourquoi vous avez décidé de les créer? Est-ce que Cécile, tu peux nous raconter justement comment est né Unmade? Oui, bien sûr. Alors, tu as déjà donné quelques éléments dans ta présentation. Donc, effectivement, moi, ça fait 10 ans à peu près que j'évolue dans l'écosystème des médias. Donc, j'ai toujours eu envie, en fait, à la sortie de mes études. C'est vrai que c'est quelque chose, moi, j'étais chroniqueuse et contributrice pour un webzine de musique indépendante. Donc, j'écrivais au départ sur le secteur de la musique, entre autres. Et j'ai toujours eu envie, en fait, de créer un média, et notamment un média print, puisque j'aime beaucoup l'objet aussi du livre et de la revue. Et donc, en fait, j'ai basculé entre guillemets je suis passée de l'autre côté de la mode, enfin du côté de la mode justement responsable et engagée autour de 2013-2014. Donc comme
comme vous êtes de nombreux à le savoir, il y a eu cette catastrophe du Rana Plaza au Bangladesh en 2013, donc qui a éveillé pas mal de conscience au niveau des dégâts de l'industrie de la mode et particulièrement de l'industrie de la fast fashion, effectivement, qui est quand même très, très puissante depuis le début des années 2000, qui s'est développée donc, à partir du début des années 2000. Donc, après cette catastrophe du Rana Plaza est né un gros mouvement qui s'appelle donc Fashion Revolution, qui est maintenant présent à l'international. Et il y a eu aussi en 2015 le film The True Cost, donc, que j'ai vu, qui est un film un peu fondateur, effectivement, qui montre toutes les dérives de l'industrie du textile, et qui reparle aussi évidemment de cette catastrophe du Rana Plaza. Et donc, à partir de là, je me suis dit, bon, j'ai envie de créer un média, j'aime le vêtement, je me rends compte que, effectivement, l'industrie de la mode telle qu'elle est aujourd'hui est quand même, pose énormément de problèmes. Et donc, j'ai eu envie de créer effectivement un premier blog, c'était quelque chose de très amateur, sur cette thématique de la mode alternative et engagée. Et donc, c'est là qu'en 2016, je crée effectivement, comme tu l'as mentionné, le blog unmade.fr, donc qui au départ une version digitale, mais qui me permet en fait de rencontrer beaucoup de gens et justement de m'ouvrir à tout cet écosystème de la mode responsable et engagée en France notamment. Et je rencontre donc des gens qui sont maintenant très, très importants pour moi et qui font partie de l'équipe Unmade, donc notamment Ariel Lévy, donc, qui était, et Élise Redel, donc, qui étaient les créatrices de la marque L'Herbe Rouge. Donc, c'est avec elles qu'on a fondé le collectif, comme tu le mentionnais, Une autre mode est possible, qui s'appelle maintenant le collectif UAMEP en 2017. J'ai rencontré également Catherine Doriac, donc, qui est présidente de Fashion Revolution France aujourd'hui et qui est rédactrice en chef adjointe aux impacts de la revue. Donc, effectivement, tous ces gens, je les rencontre alors que je commence ce blog unmade.fr. Et donc, les choses après se sont faites assez naturellement, c'est-à-dire qu'on a fondé le collectif, la communauté du collectif s'est agrandie et en 2019, je me dis que c'est le bon moment justement de faire ce que j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire lancer ce projet de média en version papier. Et donc voilà, du coup, c'est ce qu'on a fait, l'année dernière. Donc là, on a déjà sorti 2 numéros. On est en train de préparer le 3e, donc ça a été un petit peu décalé au niveau de la sortie à cause de la crise sanitaire et économique qu'on traverse. Mais voilà, c'est en cours et donc on en est là aujourd'hui et j'espère que voilà, c'est une aventure qui va pouvoir continuer. Bah, on le souhaite complètement, en tout cas, et c'est un beau projet. Et du coup, toi, Victoire, tu peux nous parler de The Good Goods. Comment est née l'idée? Oui, déjà, merci beaucoup, Natacha, de me recevoir ici. Et je suis ravie de découvrir un peu plus le travail de Cécile. The Good Goods, tu l'as dit, donc je l'ai cofondé avec mon frère. C'est pas du tout un fantasme de, comment dire, ancien. C'est un projet qui est né un petit peu par hasard au décours de mes recherches personnelles. Donc moi, je suis une scientifique au départ, je suis médecin. Je me suis toujours intéressée à la mode, à sa dimension, son pouvoir en fait sociologique et ce qui pouvait nous apporter de créativité au quotidien, de capacité à nous exprimer. Et finalement, son impact environnemental et humain, je ne l'ai découvert que en 2016. Au cours de mes études de médecine, j'ai fait une pause de 1 an pour faire un master 2 en pédagogie numérique parce que, à côté de ça, j'ai toujours été assez fascinée par le digital et les différents moyens d'apprendre des choses. Et donc, au cours de ce master, je rédigeais de façon complètement libre et ponctuelle pour des médias de mode digitaux. Et l'un d'entre eux, donc c'était un passe-temps, l'un d'entre eux m'a demandé de réaliser un dossier sur l'impact environnemental et humain de l'industrie du vêtement. Et j'ai commencé à appliquer en fait une méthodologie de recherche qui était la même que je pouvais utiliser en médecine sur des sites vraiment de littérature scientifique internationale auprès de revues assez complexes telles que Nature, Science, etc. Avec sur des sujets de fond qui étaient vraiment plutôt des sujets adressés à l'industrie, l'impact des teintures sur l'environnement, l'impact de telle méthode de tannage du cuir sur la prévalence des cancers de la gorge, par exemple, dans des tanneries au Bangladesh, etc.
Et toutes ces informations, au fur et à mesure qu'elles ressortaient, en fait, à la fois me désespéraient et puis me révoltaient parce qu'elles étaient accessibles nulle part ailleurs. Et il y avait une dissonance très forte parce que j'aimais profondément le vêtement. J'étais un peu la référente parmi mes copines en termes de style, en termes de marque, en termes de tendance, etc. Donc, je passais mon temps à conseiller les gens, mais à les conseiller au sujet de marques qui étaient désastreuses, en fait, pour l'environnement et pour l'humain. Et je me disais, mais c'est terrible parce que je fais partie de ces gens qui ont un pouvoir d'achat relativement conséquent, ou en tout cas en devenir. Je fais partie des gens privilégiés et je consomme n'importe comment et je n'en ai pas connaissance. Et du coup, ayant donc cet attrait pour cette discipline et cet amour quand même des mots et de l'écriture, j'avais dans l'idée de faire un blog. J'en ai discuté avec mon frère qui lui a un background business et revenait d'une mission au Costa Rica d'1 an et avait très envie depuis toujours de monter une entreprise et une entreprise à impact. Et sans avoir de projet de média précis à l'époque, puisque tu l'as dit, on a vraiment fait émerger le média en 2019, on s'est dit faisons quelque chose, créons une entreprise et on verra bien. Et comme toi, Cécile, c'est vrai que comme ce monde-là était petit, surtout à Paris, on a commencé à graviter dans cet écosystème, à aller sur les salons, à des vernissages, rencontrer les marques, rencontrer les créateurs, quelles étaient leurs problématiques, rencontrer aussi le marché enfin les clients potentiels, qu'est-ce qu'ils attendaient, pourquoi est-ce qu'ils n'allaient pas vers des marques responsables, est-ce que c'était le prix, est-ce que c'était le style, est-ce que c'était le manque d'accessibilité des infos. Et donc on a comme ça pendant 2 ans été un peu dans ce milieu et on a fini par poser notre modèle économique de média qui était la chose qu'on avait envie de faire en fait d'un point de vue créatif et le moyen d'expression le plus puissant qui nous a semblé être le plus puissant en mai 2019. Et c'est comme ça que The Good Goods est né, donc qui est une plateforme digitale omnicanal qui comprend un média traditionnel web avec des infographies, des articles, des vidéos, une présence sur l'ensemble des réseaux sociaux, une newsletter, et puis une plateforme de référencement, donc un annuaire de marques de mode éco-responsables que l'on vérifie, auquel on demande des certifications et des engagements tangibles et dont on répertorie également les points de vente physiques. Voilà. Ok, tout un programme qui est très riche. On va en rentrer plus en profondeur dans quelques instants, justement, pour présenter différents formats. Et avant d'en arriver là, est-ce que vous pourriez nous parler de l'angle éditorial, en fait, de vos médias et de l'audience que vous visez? Est-ce que tu peux continuer, Victoire, du coup? Oui, volontiers. Alors, nous, on a vraiment une volonté de s'adresser au grand public le plus large possible. On veut rendre ultra démocratique et ultra compréhensible ces informations qu'elles concernent aussi bien donc, les marques de mode en transition, donc les marques historiques qui sont en train de changer, faire la part des choses entre le greenwashing et les vraies initiatives, que les marques qui sont très engagées viscéralement, mais également tous les nouveaux modes de consommation, le leasing, la location, etc., les innovations en termes textiles. Voilà, on est aussi sur des sujets tels que la réparation de vêtements, la durabilité, l'implication émotionnelle qu'a soulevé un petit peu Cécile. Voilà, on essaye de faire en sorte de reconnecter l'humain au sens large à ses vêtements, à redonner du sens aussi bien pour son bien-être mental que pour le bien fondé de son acte d'achat sur l'homme et sur l'environnement. Et donc, c'est pour ça qu'on démultiplie en fait les canaux et qu'on essaye aussi bien d'avoir des capsules vidéo de 3 minutes pour expliquer un label que des dossiers de 2 à 3 pages sur l'exploitation des Ouïghours en Chine. Voilà, on essaie de multiplier les formats pour toucher le maximum de gens possible, chacun avec son niveau de compréhension et de lecture. Notre cible organique, elle est entre 18-25 pour les ambassadeurs vraiment qui sont très convaincus et qui n'ont pas forcément d'ailleurs le pouvoir d'achat, mais qui sont les meilleurs porte-parole. Et après, la partie peut-être un peu plus consciente, mais plus timorée dans ses engagements et qui, en revanche, va rechercher des bonnes choses à consommer, entre guillemets, des informations et des bonnes marques auprès desquelles se renseigner et consommer, et plutôt dans un 25-40 at large, urbain, majoritairement féminin, mais de peu de choses. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, très bien. Donc, tous ceux qui nous suivent et qui sont dans cette catégorie d'âge vont sûrement apprécier de pouvoir découvrir The Good Goods et puis tous les autres aussi, bien sûr. Et du coup, Cécile, toi, est-ce que tu peux nous dire justement ton angle éditorial et qui lit la revue?
Oui, alors moi, c'est un petit peu différent, même s'il y a beaucoup je dirais, de valeurs éditoriales qui rejoignent celles de The Good Goods dont vient de parler Victoire. Donc, nous, après, en termes de cible, moi, je vais être moins précise, mais on n'est pas sur le même, effectivement, on n'est pas sur le même support. Donc, au niveau de la ligne éditoriale, nous, l'objectif, effectivement, et c'est ce que tu disais aussi, Natacha, en présentation, l'objectif d'Unmade, c'est vraiment de proposer un autre regard sur la mode et le vêtement. Nous, on est convaincus, et c'est ce que disait Victoire aussi, qu'on ne pourra pas transformer l'industrie, enfin en tout cas, on ne pourra pas avoir d'impact véritablement sur l'industrie de la mode si on ne change pas le rapport qu'on a aux vêtements et à la façon dont on consomme le vêtement. Donc la fast fashion, c'est vrai que c'est toute une philosophie de consommation frénétique et jetable du vêtement. Donc le vêtement perd son sens, hein, c'est ce que tu disais Victoire. Donc là, le but de Unmade dans sa ligne éditoriale, c'est vraiment de replacer l'humain au centre en fait de toutes les problématiques qui touchent la mode et le vêtement. Donc Unmade, c'est la contraction en fait de human et made, donc les deux mots anglais. Donc c'est vraiment reprendre la dimension humaine du vêtement, à la fois pour celui qui porte le vêtement, pour celui qui le fabrique. Enfin, c'est mettre l'accent sur l'humain à ces différents niveaux. Et donc, comme tu le disais, Natacha, effectivement, en introduction, nous, on veut à la fois faire du journalisme d'impact, c'est-à-dire que l'idée, l'impact journalism, c'est justement tout ce journalisme de solutions qui s'est développé pas mal depuis quelques années. C'est l'idée de mettre en avant vraiment des initiatives positives. Donc nous, on est sur un format donc print qui est semestriel, enfin avec une périodicité. Voilà, donc tu les as, je les ai aussi. Moi, j'ai le numéro 1 qui est là, voilà, donc ça, c'est les deux numéros. Donc, on est sur une périodicité, en fait, où on a forcément une place réduite pour s'exprimer. Donc, nous, ce qu'on a, donc, si c'est 2 numéros par an, effectivement, ça va être 200 pages par an. Et donc, dans ces 200 pages, on a vraiment envie de raconter des histoires inspirantes, des histoires créatives, hein, la plupart du temps, mais de mettre en avant, justement, tous ces acteurs qui vont proposer des choses inspirantes, engagées, alternatives autour de la mode et du vêtement. Donc l'idée, même si on a aussi des dossiers de fond, effectivement, sur des matières, tu parlais, Victoire, des Ouïghours, là on prépare un gros dossier dans le numéro 3 sur l'esclavage moderne, qui est un sujet fondamental, dramatique dans la mode. Effectivement, l'industrie de la mode est malheureusement très très concernée par ces pratiques d'esclavage moderne. Donc ça, effectivement, on pense qu'il y a une vraie nécessité d'informer et de faire un travail approfondi là-dessus. Après, l'idée, c'est vraiment de mettre en avant des histoires créatives inspirantes et engagées. Donc, c'est en ça qu'on s'inscrit vraiment dans le journalisme de solution, et aussi, comme tu le disais, Natacha, en introduction, dans le slow journalism, c'est-à-dire ce journalisme lent, entre guillemets, qui en revient vraiment à des fondamentaux d'investigation dans le journalisme, de prendre le temps de l'enquête, d'aller rencontrer les gens, de faire des reportages, d'être vraiment dans cette démarche un petit peu de recherche, qui prend forcément beaucoup plus de temps que produire une news instantanée sur quelque chose. Et il y a aussi une dimension très importante dans Unmade qui va avec le format print, qui est la dimension artistique. Donc nous, au-delà des contenus écrits, on produit aussi les contenus visuels, donc tout ce qui est shooting photo, etc. Donc il y a effectivement un engagement artistique fort. Je travaille notamment avec Clarissa Acario, qui est designer et styliste, donc sur toute cette dimension visuelle donc du magazine. Également avec Paul Yègre, qui est notre graphiste, et puis Bruno Sabri Mara, qui sont des photographes qui travaillent avec nous justement pour construire toute identité visuelle et artistique qui est très très importante pour nous, et ça prend aussi beaucoup de temps, et l'idée c'est de faire vraiment un objet donc beau, qui a du sens, avec des contenus intéressants et aussi inspirants d'un point de vue artistique. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde justement un peu, qu'on feuillette le magazine, si tu veux, et puis tu nous expliques les thématiques et les formats justement
proposer. Et puis après, on verra sur The Good Goods. Donc, alors, Avec plaisir. Du coup, j'ai pas répondu sur les cibles, mais bon, c'est peut-être pas. tu peux quand même en parler. Hein. En 2 minutes, nous, effectivement, on a une cible on a une audience pour l'instant qui est beaucoup plus réduite que celle de The Good Goods, mais ça, c'est aussi par rapport au vecteur print qu'on a choisi. Donc, c'est vrai que pour l'instant, les lecteurs d'Unmade sont plutôt des personnes de l'écosystème de la mode, donc qui s'intéressent vraiment à la mode, à toutes les problématiques qui gravitent autour de la mode et du vêtement et qui ont envie d'approfondir quelque chose. Après, nous, c'est vrai qu'on aimerait toucher le plus de gens possible, enfin le plus de gens justement qui ont envie d'approfondir un petit peu des choses autour du vêtement. Et donc voilà, on espère que notre audience va se développer aussi, mais c'est beaucoup plus lent et ça, on le sait avec un média print qu'avec un média digital. Donc, on réfléchit aussi à des choses pour adosser une version digitale qui serait assez particulière, bien sûr, comment dire, qui viendrait pas, qui serait pas en contradiction avec la temporalité slow qu'on défend au niveau du print, mais qui viendrait justement en complémentarité pour toucher justement plus de gens. Mais voilà, on est quand même dans une démarche où on prend le temps de faire les choses, de les faire bien. Voilà, donc c'est quelque chose qui va probablement arriver en 2021, même si je ne sais pas encore exactement quel sera le format digital adossé à ça. Mais voilà, pour l'instant, c'est vrai qu'on touche essentiellement des gens qui sont plutôt déjà avertis. Et puis, c'est pour ça que ça fonctionne aussi très bien en complémentarité avec des médias comme The Good Goods, puisqu'effectivement, il y a un premier, je pense que The Good Goods permet à beaucoup de gens de s'informer sur ces sujets, puisque c'est effectivement un média multicanal, etc. Et les gens qui s'y intéressent plus spécifiquement, qui ont envie d'approfondir, peuvent ensuite aller sur un média comme la revue Unmade. Qui va être du coup quelque chose qu'on va garder comme un livre parce qu'il est exactement, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Un beau papier, il y a beaucoup de contenu, c'est des très belles photos. Je te propose qu'on fasse un petit tour d'horizon. Je vais vous partager du coup l'écran. Comme ça, tu vas nous expliquer un petit peu plus précisément ce que tu as envie de nous montrer. Donc effectivement, ça c'est donc le numéro 2, le dernier en date. Donc comme tu le disais, Natacha, donc c'est un objet qui a du sens aussi dans la façon dont il est fabriqué, puisque on a choisi de le faire imprimer à Paris, donc avec notre partenaire imprimeur Frasier. Le papier, c'est du papier italien, du papetier Fedrigoni, qui est du papier recyclé, mais de très belle qualité. Bon, là, malheureusement, on peut pas toucher à l'écran, mais c'est vrai que c'est un papier qui est, même s'il est recyclé, qui est très blanc, donc qui permet d'avoir un très beau rendu au niveau des photos, justement. Donc effectivement, on a plusieurs rubriques. Donc là, c'est l'édito qui pose un petit peu, qui reprend pas mal de choses que j'ai dites précédemment. Donc on a plusieurs rubriques. Donc bon, ça c'est effectivement la présentation de l'équipe. Donc les décryptages. Donc l'idée dans les décryptages, c'est de montrer quelles sont toutes les implications du vêtement, notamment au niveau socioculturel. Donc on s'intéresse effectivement, donc, par exemple l'article suivant, si tu peux passer, Natacha. Voilà, donc ça c'est effectivement sur les liens entre les vêtements et les mouvements et l'appropriation socio-culturelle de certains mouvements. On prend l'exemple du mouvement skinhead. Donc ça c'est typiquement de la socio-histoire de la mode, je dirais. Donc ça c'est des sujets qu'on aime bien traiter. L'idée c'est qu'il y ait un ou deux mouvements socio-culturels justement analysés dans leur rapport aux vêtements par numéro. Voilà, donc les décryptages, donc on peut passer ensuite. Donc il y a aussi des choses. Donc ça, c'est notre épisode, enfin notre série sur l'autonomie vestimentaire, dont s'occupe Catherine Doriac, dont je parlais tout à l'heure. Donc là, avec un portrait de Sondes Loatijaraya, qui est membre de notre collectif UAMEP et qui fait du vêtement sur mesure hyper intéressant. Donc ensuite, on a un article sur les nouvelles matières végétales. Donc il peut y avoir aussi des focus un peu plus précis, un peu plus factuels justement sur les matières. Donc
Les décryptages, ça va être vraiment des articles qui décryptent des points précis, toujours en rapport avec le vêtement. Les focus, donc c'est la rubrique suivante. On va être plus sur des portraits, justement, de créateurs inspirants. Donc là, dans ce numéro, on a Nako Paris. Donc, je n'ai pas détaillé. Hein. L'idée, Oui, c'est non, que mais il ne faut pas tout leur voilà, dire. ça donne envie aussi d'acheter la revue et de la lire. Donc, Nako Paris, Charlotte Sometime, donc, qui fait de la maille, Gaëlle Constantini, donc, qui travaille beaucoup en upcycling, et en dernier, donc Coralie Prévert sous la forme d'un portrait chinois. Donc ça, c'est effectivement une façon un petit peu différente de présenter un portrait. Ensuite, il y a un gros dossier thématique dans chaque numéro. Donc c'est d'ailleurs la couverture est en lien avec ce dossier. Donc là, sur le numéro 2, c'est un dossier sur le végétal comme source de création et d'inspiration pour les designers textiles. Donc avec un gros dossier sur le lin. Voilà, donc qui est effectivement cette fibre écologique d'avenir. Donc là, on a notre fashion édito, donc signature entre guillemets, donc dont je parlais tout à l'heure, avec effectivement des vêtements en lien avec cette thématique du végétal, notamment ceux de Marie Labarelle qui est en interview un petit peu plus loin. Donc voilà, l'interview de Marie Labarelle, donc la vie secrète des vêtements, qui travaille justement en teinture végétale en partie. Donc également un article sur toutes les nouvelles techniques de teinture végétale avec 3 exemples. Voilà, donc 3 exemples de designers qui travaillent à partir de matières vivantes et végétales pour leur teinture. Et le portrait donc d'Élise Janoville, donc créatrice de Pana Pana, qui travaille à partir de coton bio dans le nord-est au Brésil. Voilà. Et ensuite, on a une série donc d'inspiration végétale au-delà du vêtement. Donc là, c'est un peu nos coups de cœur, livres, disques, en lien avec la thématique du dossier. Le street look, donc là, on invite un artiste dans cette rubrique, on invite un artiste à raconter un petit peu son histoire et son rapport aux vêtements, avec un édito photo, un shooting qu'on fait donc nous, hein, avec l'équipe d'Unmade. Donc là, on avait pour ce numéro l'artiste Sébastien Chevillard, voilà, on a eu le plaisir, voilà, de passer une journée avec lui, donc pour shooter et puis réaliser son interview. Donc là, c'est des inspirations aussi au-delà de le mood board, nos inspirations au-delà du vêtement, puisqu'on essaie de justement créer ces ponts entre le vêtement et les autres formes de création artistique. Donc la musique, les arts graphiques, etc. Donc ça, c'est le kit mode libre. C'est une sélection donc en lien avec la thématique, donc la végétale, donc une sélection si tu peux revenir. Donc là, c'était Manifeste 011, effectivement, une sélection de marques réalisées par, de produits réalisés par un acteur. Donc là, en l'occurrence, c'est Judith et Maud de la boutique Manifeste 011, sur la thématique centrale. Voilà. Et ensuite, des tribunes. Et on arrive vite à la fin. Voilà. Donc, je pense que c'est un peu difficile de tout présenter synthétiquement. Mais voilà, en gros, donc les contenus du numéro 2 qui seront amenés, évidemment, les contenus, donc au niveau des rubriques, on essaie de garder les mêmes pour l'instant, mais on est dans un processus de réflexion permanent, en fait. Donc, du coup, il est possible que les rubriques du numéro 3 soient sensiblement différentes, mais ça donne quand même une bonne idée de l'état d'esprit. Voilà. Oui, on a un bel aperçu de toutes les thématiques, de tous les contenus, des belles photos. Ça donne envie du coup de découvrir. J'espère que ceux qui ne l'ont pas encore eu entre les mains, ça vous inspire. Merci pour cette présentation en tout cas. Merci beaucoup Natacha de nous laisser effectivement avec la revue cet espace pour présenter ce qu'on fait. Je pense que c'est important pour montrer ce qui se fait à côté des magazines traditionnels dont on va parler tout à l'heure aussi, qu'il y a des belles choses et des choses qui prennent du temps, et aussi qu'on se rende compte de l'importance et du travail qui est derrière en fait, et qu'un magazine à 2 euros, c'est pas le même impact qu'un magazine qui peut être à 15 euros, quoi.
Voilà, donc c'est vrai que Unmade coûte 15 euros. Vous pouvez la commander sur notre site web, donc, qui n'est que l'e-shop en fait, donc unmade.fr. Voilà, bah, j'espère en tout cas effectivement que ça vous inspire. Merci beaucoup, Cécile. Et Merci. du coup, on va passer à The Good Goods. Je vais aussi partager l'écran, comme ça tu vas pouvoir nous présenter, Victoire, du coup, pareil, les thématiques et les formats que vous proposez. Volontiers. Alors, hop. Je vais montrer les différents liens. C'est parti. Alors, donc effectivement, on se trouve sur la homepage de la plateforme thegoodgoods.fr qui a fait peau neuve récemment. Donc, on a essayé de faire en sorte que ce soit le site le plus facile de navigation possible pour répondre donc à nos objectifs de toucher à cœur le plus grand nombre de personnes. On a donc d'abord peut-être une chose importante à dire, de la même manière que Unmade fait un gros effort sur l'impact du magazine Princeps dans sa conception, nous, on a travaillé avec une entreprise spécialisée dans le développement de sites low impact carbone, c'est-à-dire que notre site en fait est optimisé et développera au fil du temps des options pour faire en sorte de diminuer au maximum son empreinte numérique, en fait, tout simplement. Ça nous paraissait hyper important, au-delà de la compensation carbone qu'on réalise aussi, mais qui est secondaire. Et c'était un petit challenge pour un média, parce que pour un média de mode qui a beaucoup de visuels, c'est compliqué, mais ça explique certains compromis, comme par exemple les filtres monochromes. Si tu veux regarder donc, dans le menu, on a d'abord la section magazine sur laquelle au scroll, tu vois apparaître différentes catégories. Donc, on a 80% de contenu mode et 20% qui se répartit sur le reste, sachant que on publie entre 2 et 3 articles par jour, des formats courts, moyens et longs, c'est très variable, des infographies, des vidéos ou des formats écrits. Donc peut-être si on revient sur la homepage, on peut scroller down doucement pour voir que en fait on peut cliquer soit sur les grosses thématiques pour aller directement sur ces thématiques-là, soit en scroll down, donc par exemple mode, société, beauté. Et sinon, donc, la première catégorie qui apparaît, c'est la catégorie mode. Et là, on a un bon petit panel déjà de ce qu'on offre en termes de sujets. Pour nous, en fait, la mode responsable, elle se décline de diverses façons. Il y a bien sûr, au sens commun, où on l'entend, le côté plus éco-responsable et plus responsable d'un point de vue social, aussi bien pour la personne qui porte le vêtement sur sa santé et que sur celle qui la fabrique. Donc le respect des droits humains, etc., sur la chaîne de production. On a également donc l'inclusivité, qui est une notion qui est fondamentale pour nous et qu'on essaye de traiter aussi bien dans son aspect genre que dans son aspect inclusivité des diverses morphologies, des couleurs de peau, etc. Donc ce sont des sujets qui pour nous relèvent de l'éthique et qu'on aborde de façon régulière. On en a parlé tout à l'heure, donc le côté nouveau mode de consommation, la seconde main, la location, etc. Réhabiliter le vintage, qu'est-ce que ça veut dire la qualité d'un vêtement, quelles sont les anciennes matières auxquelles on peut faire confiance, les innovations tech en termes également de matières qui nous semblent intéressantes. Et puis des sujets un peu plus sociétaux, par exemple des questions qui gravitent autour du vêtement, comme on voit en bas, le pressing est-il éco-responsable, et bien sûr des présentations de marques et des sélections shopping éco-friendly, comme par exemple le hoodie qui nous paraissait intéressant de traiter en ce moment pour rester chez soi. Voilà, des dossiers un peu plus conséquents qui amènent de la réflexion, fourrure versus fausse fourrure, qu'est-ce qui est le plus éthique. On peut ouvrir un article pour voir comment ça se compose. En fait, pour nous, ce qui est important, et j'ai pas tout à fait répondu à la question tout à l'heure quand tu parlais de la ligne édito, c'est non pas de donner, déjà c'est de ne pas être punitif, mais c'est d'être positif dans la manière de présenter les infos. On a toujours un sourcing assez important des références qui sont toujours dans les footers de nos articles, donc en bas de page. Quand on s'est servi de références scientifiques, on les mentionne, on les crédite évidemment. Ça nous paraît important et on essaye toujours d'avoir un point de vue le plus neutre possible. C'est-à-dire que finalement, dans chacune des décisions, l'éthique, elle est ultra personnelle et elle relève de la décision individuelle. Nous, notre rôle de média, c'est de donner l'information et ensuite les gens font le tri. C'est pas à moi de décider si la fourrure qui vient de mon arrière-grand-mère, qui est probablement très éco-friendly, mais qui n'eût pas été responsable d'un point de vue animal,
est plus ou moins éthique qu'une fausse fourrure, qui va être plus éthique parce qu'elle est plus démocratique, parce qu'elle est moins chère et qu'elle est accessible dans une enseigne de fast fashion. Donc voilà, l'accessibilité la rend peut-être, et le côté démocratique et en plus l'absence d'impact direct sur l'animal la rend plus éthique d'un certain point de vue. Maintenant, d'un point de vue environnemental, c'est une cata. Et moi, je ne suis pas là pour faire le choix à la place du conso. Par contre, je suis là pour lui donner l'ensemble des arguments qui vont faire en sorte qu'il fasse un choix conscient. Ça, c'est pour la partie magazine. On peut peut-être switcher donc, sur la partie où choper éthique. Donc là, c'est notre fameux annuaire des marques de mode éco-responsables. On en a un peu plus de 100 répertoriés par typologie de vêtements, par engagement. Donc, admettons, si tu vas dans l'onglet, par exemple, fabrication, tu peux cliquer sur une marque qui va faire de la confection personnalisée. Donc, tu sélectionnes où fabriquer en Europe. Si tu vas, admettons, sur Girafon Bleu, par exemple, tu vas pouvoir avoir la fiche de marque, un lien externe vers son e-shop, présentation des produits en quelques visuels, notre avis. Qu'est-ce qu'elle fait, combien ça coûte, quelle est, alors un peu au-dessus, si tu vas un tout petit peu moins vite, pardon, l'histoire de la marque, sa provenance, sa fabrication, ensuite ses certifications si elle en a, et qu'est-ce qu'on en pense, quel est notre lien de proximité avec elle, est-ce qu'on a confiance, et si tu ne connais pas les certifications et leur signification, tu peux cliquer sur ces liens fluotés, et ça te renvoie à notre glossaire, à notre lexique des labels que tu retrouves ici. Et donc, tu peux choisir ici aussi, donc soit dans la barre de recherche, soit directement cliquer sur une des fiches dans lesquelles on va t'expliquer, typiquement, voilà, B Corp, qu'est-ce que c'est que cette certification, à quoi elle correspond et quelles sont les marques qui sont labellisées B Corp, qui sont référencées dans notre annuaire. Si tu retournes sur une des marques, par exemple, de notre annuaire ou dans l'annuaire, voilà, le Girafon Bleu, par exemple, tu peux, donc, alors remonte un peu plus haut. Oui. Sans cliquer dessus, encore un peu plus haut, tu peux voir les points de vente de la marque. Alors, je ne vois pas le bouton affiché sur l'écran. C'est pas sur la carte des magasins. Normalement, tu peux descendre en fait sur la fiche de marque, tu dois le retrouver, mais sinon sur la carte, ça fonctionne aussi. Tout de suite sur la carte, comme ça. Ouais. Donc, associé donc, dans la catégorie où choper éthique, tu as aussi la carte des magasins éco-responsables. Et donc, si tu cliques sur une marque comme Attise, ça va te donner la fiche de marque. Et voilà, c'est ça. Okay. Alors, la raison pour laquelle on ne l'avait pas sur Girafon, c'est qu'elle est uniquement digitale. C'est pour ça. Il n'y a pas de point de vente physique. Du coup, les boutiques d'Attise sont répertoriées. Et si tu as activé sur ton ordinateur la géolocalisation, quand tu cliques sur à côté, ça va te montrer à côté de toi quels sont les points de vente qui distribuent cette marque. Alors, ça peut prendre quelques secondes, mais si ce n'est pas activé sur ton ordi, ça ne marchera pas. Mais c'est une géologue Google, donc en fait, sur le téléphone ou sur l'ordinateur, ça va te rapprocher des points de vente physiques. Et si tu retournes après donc dans la catégorie où choper éthique directement, donc sur le site. Ok, sur là où il y avait les marques. Okay. Même dans la barre en fait de recherche. Non, alors dans le menu principal, en haut, tu vois où choper éthique. Ah oui, voilà, ok. Voilà. Tu cliques sur carte des points de vente, donc tu peux avoir un accès direct à la carte. Et lorsque tu cliques, par exemple, sur la carte en elle-même, tu as les magasins de seconde main ou les revendeurs éco-responsables ou les magasins de marque en eux-mêmes. Et donc, ce sont différentes entités qu'on répertorie, sachant que ces boutiques sont également marquées en vitrophanie, c'est-à-dire que sur chacune de leurs vitrines, tu as un sticker avec marqué, un peu comme un TripAdvisor ou Le Bonbon, référencé par The Good Goods avec un QR code qui renvoie vers notre site. Voilà pour la partie, donc c'est cette partie-là du site. Ensuite, donc, dans la section la mode éthique, c'est quoi que tu as à droite. Elle est cachée. Tu as notre définition de la mode éthique, mais également, si tu retournes dans le menu, un lexique des labels, un lexique des matières également, et le glossaire de la mode éco-responsable, qui est simplement un abécédaire des différentes définitions du jargon voilà, éco. Et enfin, alors, une section dont on n'a pas parlé, mais la section podcast. Attends, je l'avais téléchargé. Allez là. C'est là, ouais. Qui est notre canal business, parce qu'en fait, donc historiquement, on avait sur l'ancienne plateforme, on avait une audience qui était mixte, naturellement mixte en fait, business et consommateur final, et citoyens, disons, citoyens, citoyennes. Et on a décidé de séparer en fait les deux canaux, et le podcast se concentre en fait sur
des conversations business avec des acteurs de la mode durable qui partagent leurs bonnes pratiques pour accélérer la transition globale de l'industrie. Et ça s'associe à une newsletter business qui est mensuelle, tandis que notre newsletter citoyenne est hebdomadaire. Je pense qu'on a fait un bon tour du propriétaire. Voilà. Ok, ben en tout cas, c'est hyper riche et complet comme manière de communiquer. Donc, je pense qu'au quotidien, c'est super de pouvoir découvrir vos articles parce qu'ils sont vraiment très longs et très riches. Comme mail, vous allez en profondeur. Donc, au moins, on sait à qui on a affaire après avoir lu l'article et on fait notre propre opinion. Et ça, c'est quand même hyper important aussi que chacun puisse se sentir libre de faire ses conclusions. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de nous dire en fait qu'est-ce qui vous différencie finalement des médias traditionnels. Alors, Cécile, est-ce que tu peux nous dire, toi, avec ta revue papier, ce qui te différencie finalement des revues de mode traditionnelles qu'on peut trouver, des magazines comme Grazia, Marie-Claire ou encore, je ne sais pas moi, Glamour par exemple? Alors, effectivement, l'idée, quand on a fondé Unmade, c'était vraiment de proposer une alternative à ces médias-là, qui sont ceux dans les médias grand public traditionnels qui parlent en général de vêtements. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre le contre-pied d'un certain nombre de choses. Et je dirais que la première chose qui, pour nous, est fondamentale, et dans la façon justement un peu différente de s'approprier le vêtement et de considérer le vêtement qu'on essaie de transmettre, c'est de se déconnecter des tendances. C'est-à-dire que on ne parle pas de tendance dans Unmade. Comme je le disais, c'est une revue qui se base sur les principes du slow journalism. Donc, en termes de périodicité, on est plutôt sur effectivement des contenus intemporels qu'on peut lire. Là, vous pouvez lire le numéro 1 sans aucun problème. Il n'y a pas de contenu périmé ou de tendance périmée. Enfin, l'idée, c'est vraiment de montrer que le vêtement peut être quelque chose d'intemporel. Donc ça, c'est la première chose qui, je pense, est une différence majeure. Et c'est d'ailleurs un des gros problèmes de l'industrie de la fast fashion qui débouche effectivement sur cette logique de surproduction et de surconsommation extrêmement néfaste, c'est qu'on est en permanence en train de créer de nouvelles tendances. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose contre lequel on veut vraiment lutter en proposant une vision différente des choses. Voilà, donc dans Unmade, on parle de vêtements, mais on ne parle pas vraiment de mode au sens de tendance. Voilà, c'est la première chose que je voulais souligner. La deuxième chose qui est très importante pour nous, c'est l'indépendance. Effectivement, on n'a pas encore eu l'occasion d'en parler depuis le début de ce talk, mais je sais que c'est une valeur qu'on partage avec Victoire et The Good Goods. Donc, il n'y a pas d'indépendance aujourd'hui des médias, on va dire, traditionnels qui parlent de mode. C'est-à-dire qu'il y a toujours des logiques économiques derrière, hein, ce qui fait que donc ça va de pair avec les tendances, hein, mais ce qui fait par exemple que dans beaucoup de magazines féminins, des choses qui sont présentées comme du contenu éditorial et comme des sélections de la rédaction, etc., sont en fait de la publicité déguisée pour des marques. Donc ça, il faut quand même, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le savent, mais ça, c'est une réalité aussi contre laquelle on veut vraiment lutter. Nous, Unmade, on est vraiment 100% indépendant. On est encore adossé à une association. Donc, c'est vrai qu'on y reviendra, mais notre business model n'est pas aussi avancé, par exemple, que celui de The Good Goods. On est plus dans un format qui se rapproche du format fanzine, donc qui est un format qui était très développé dans le milieu musical alternatif, notamment dans les années 70-80, donc c'est-à-dire toutes ces revues de passionnés faites dans une logique do it yourself, etc. Donc nous, on s'inspire pas mal, enfin on est un peu dans cette lignée-là, même si c'est encore un petit peu différent. Voilà, donc je dirais déconnexion avec les tendances et indépendance, c'est vraiment les deux choses qui nous différencient. Et puis, bien sûr, mettre en avant uniquement des initiatives, et comme le disait Victoire, et comme vous le faites dans The Good Goods, que des initiatives, effectivement, avec une éthique, avec un sens fort derrière, et des initiatives qui ont un impact positif à différents niveaux, que ce soit le niveau sociétal, le niveau environnemental, etc. Ok.
Ah, merci Cécile. Et du coup, pour toi, Victoire, au niveau digital, comment tu te démarques des médias de mode traditionnels? Déjà, juste appuyer le propos de Cécile et dire que ça a l'air, comment dire, même si on se fait extrêmement plaisir et qu'on fait un métier génial, c'est vraiment un acte militant du quotidien et que ce positionnement dont elle vient de parler, que je rejoins complètement, tant sur la dimension contenu evergreen, intemporel, que l'indépendance économique qu'on va peut-être, sur laquelle on reviendra peut-être tout à l'heure. Ce sont des choix rudes et qu'on défend. Je pense que c'est hyper important de le souligner et c'est d'autant plus chouette voilà, que Unmade prépare son numéro 3. C'est vraiment c'est quelque chose de très fort, donc je tiens à le saluer. Nous, de notre côté, en fait, on a je dirais qu'on a un peu l'avantage de notre naïveté. On n'avait pas d'expérience de médias, ni Thibaut ni moi. D'ailleurs, on s'est cassé les dents et c'est pour ça aussi que ça a pris du temps, que le projet a mis 3 ans à être réfléchi, à se nourrir, à aussi rester indépendant économiquement. C'était hyper important. Donc, il y a deux considérations et deux manières de se démarquer. Donc, d'une part, d'un point de vue du business, encore une fois, on y revient après. D'autre part, d'un point de vue donc édito. La première des choses, en fait, c'est que nous, on a une approche historique qui est ce qu'on qualifie de science-based fashion. C'est-à-dire que moi, j'ai une manière d'aborder les problèmes qui est très cartésienne. Je vais chercher des informations, je les rends digestes, j'essaye de les rendre un peu plus accessibles et rigolotes que les faits scientifiques bruts. Et d'emballer tout ça dans quelque chose voilà, de sympa pour le conso. Donc, c'est vraiment un travail journalistique de fond qui est plus cérébral au départ que la mode traditionnelle, en fait. Et d'ailleurs, ça nous a été reproché aussi au début. C'était vraiment parfois trop complexe et pas assez digeste. On a gardé ça, on essaye de sensibiliser, j'en parlais tout à l'heure, et de diversifier les contenus pour les rendre plus accessibles. Mais voilà, la première chose, c'est cette approche le sourcing des informations. La deuxième, c'est que on présente des faits. On essaye, pour le dire un peu vulgairement, de cut le bullshit. C'est-à-dire que c'est un peu comme l'enrobage marketing. On n'a pas à vendre un produit parce que c'est méga cool, parce que tel influenceur le porte ou parce que c'est la couleur de la saison. Non, en fait, on a à mettre en avant un produit parce qu'elle est portée par des êtres humains qui se défoncent pour avoir une chaîne de valeur de qualité, pour proposer un produit durable, pour rendre accessible et utile un objet qui va être nécessité pour se vêtir ou pour juste se faire plaisir, mais en tout cas qui ne va pas être superflu et qui ne va pas pousser à une consommation inutile. Voilà, on essaie de présenter les choses comme ça. Ensuite, on essaye aussi d'avoir une approche très humble au maximum, de remettre en permanence en question ce qu'on sait et qu'on prend pour acquis et ce que la science à date sait sur telle et telle pratique qui est considérée comme la meilleure. Et on passe notre temps à questionner et à proposer à notre lectorat de prendre de la distance et de réfléchir et d'être acteur de ses choix. C'est-à-dire qu'on ne lui vend pas quelque chose, on ne lui donne pas la béquille, c'est pas une publicité prête à avaler, c'est vraiment, voilà les outils dont tu disposes pour faire de ta vie et de tes actes de consommation soit des choses qui te rendent plus heureux fondamentalement ou heureuse, soit des actes militants ou qui valorisent des personnes et des entreprises qui font sens pour toi. Donc c'est encore une autre manière de se démarquer. Et puis, je dirais enfin que d'un point de vue éditorial pur, on a une approche assez anglo-saxonne. Moi, je consomme énormément de médias digitaux anglais, US ou UK, et dans lesquels les rédacteurs s'adressent à la première personne, à leur lectorat. Et il y a une dimension entre le blog et le journalisme pur, hein, mais que ce soit dans des Refinery, des Man Repeller, des Huffington Post, etc. Il y a un storytelling et il y a une forme d'humanisation du digital qu'on a toujours cherché à avoir et qui, je trouve, est assez différenciant des médias traditionnels. Parce que du coup, on n'hésite pas à mouiller le maillot, à parler de notre rapport émotionnel aux vêtements aussi. Voilà, quand je parle de plein de choses, du tailleur, de la fourrure, d'empowerment au féminin, de l'inadéquation des marques de lingerie par rapport à tel ou tel type de morphologie,
je parle avec ma sensibilité, en fait, finalement, de femme, de consommatrice de mode, et tout ce que ça comporte de bagages historico, socio-culturels. Et ça, bah, je pense que c'est aussi quelque chose qui nous différencie. C'était un peu long comme réponse, mais voilà, pardon. C'est une façon de créer du lien aussi, et puis que les personnes se sentent plus impliquées que quelque chose de froid, sans vie, ou sans prise, même limite prise de position, entre guillemets, ou partager son expérience. C'est vrai que ça crée quelque chose de différent avec le public. Et donc, vous avez beaucoup parlé toutes les deux du modèle économique, justement, et sans modèle économique, ben, un média, c'est compliqué pour qu'il perdure. Et donc, comment est-ce que vous parvenez justement à développer des médias libres, engagés, indépendants, tout en parvenant finalement à générer des revenus pour qu'ils puissent être pérennes? Alors, est-ce que tu veux nous en parler, Victoire, du coup, comment vous faites-vous? Ouais, effectivement, c'est une question qui est épineuse, avec laquelle on s'est bien pris la tête, parce que tu es un peu au confluent de, OK, est-ce que je fais quelque chose d'associatif, mais qui du coup me permet pas de vivre, donc ça veut dire bah, ne pas le faire à plein temps, ou alors ça veut dire vivre très mal et donc à terme être un peu peut-être découragé, aigri. En même temps, nous, on a vraiment une volonté de s'adresser à l'industrie at large pour la faire transiter. Donc, on a fait ce choix de travailler un peu avec tout type d'entreprise sous réserve de leur transparence et de la possibilité de rendre accessibles les informations au sujet de leur transition à l'instant T, avec tout ce que ça comporte de vulnérabilité et d'exposition aux critiques. Donc, en fait, on a un modèle économique qui est mixte. D'une part, on a à peu près un tiers de notre contenu qui est réalisé en partenariat avec des marques. Donc, le terme usuel, c'est de la publi-rédaction ou du publi-sponsoring. J'aime pas trop employer ce terme-là parce que, en fait, ça relate souvent d'un... En gros, ça consiste souvent à copier-coller un communiqué de presse, chose qui n'existe pas chez nous. Nous, ce qu'on propose à une marque, en fait, c'est de faire rayonner ses valeurs, son engagement et la complexité de ce qu'elle a mis en place dans son travail au quotidien, de façon simple et accessible auprès d'un public concerné et attentif et qui croit finalement en la véracité des informations qu'on lui apporte. Donc tout notre travail, c'est de s'approprier le plan, en fait, de proposer un plan média à une marque le plus approprié possible pour correspondre aussi à ses objectifs de notoriété, ses objectifs de transformation et ses objectifs de crédibilité en termes d'engagement auprès du grand public. Et ça demande un vrai travail journalistique, un travail d'investigation, comme l'a dit Cécile, de vérification des certifications, des différents audits, de compréhension des labels, de détricotage aussi du vrai et du faux, parce qu'on est très souvent sollicité par des marques qui cherchent à bénéficier de notre visibilité et de notre crédibilité sans en avoir le fond et la légitimité. Donc ça, en fait, on est tout à fait au clair avec le fait que pour nous, ça nécessite d'être valorisé. Donc c'est un travail qui est rémunéré et qui est mentionné comme tel d'ailleurs sur notre site. Tous les articles réalisés en partenariat sont présentés comme tels sur le site. Ça, c'est une première manière de le faire. C'est aussi une manière pour nous d'avoir ces 70% de contenu restant libre et indépendant, et on choisit de valoriser des petites entreprises, des projets qui n'ont pas de budget, etc. Et ça permet aussi, d'ailleurs, assez souvent, aux marques qui ont eu des relations déceptives avec des médias tradis, de trouver une audience comment dire, d'avoir un écho en fait auprès d'une audience qui croit en ce qu'on raconte. C'est souvent des marques qui ont mis plusieurs milliers d'euros auprès de médias tradis, qui n'ont pas présenté les choses sous un angle suffisamment désirable ou crédible et qui se retrouvent pour des petites marques avec plus de budget à l'année pour leur com et une transformation qui est quasiment nulle. Donc il y a aussi une vraie éthique de communication du côté des marques comme du côté des médias. Ensuite, on a quelques displays. On ne fait pas d'affiliation, on est complètement indépendant et on ne fait pas non plus comment on appelle ça, de publicité targetée. Google ne peut pas avoir accès via les cookies à vos recherches précédentes, donc vous n'aurez jamais d'encart pub pour des tondeuses ou je ne sais quel truc que vous êtes allé chercher, comme quand vous allez sur un site comme Le Bon Coin ou autre via les Facebook ads, etc. Nous, on a des partenaires qui payent des bannières sous forme de location hebdomadaire et qui sont pour lequel le site est réservé en fait une semaine ou X semaines en fait en fonction. Mais voilà, avec
une redirection de nos lecteurs sur un projet qui nous parle et qui nous paraît pertinent. Et qui n'est pas d'ailleurs, qui est pas tout le temps un projet qui correspond à un achat matériel. Hein. Ça peut être, on a bossé récemment au sujet des trophées de la mode circulaire. Ça peut être de la mise en avant en fait d'initiatives positives qui ont un peu de budget et qui ont besoin d'un rayonnement un peu plus important que ce qu'ils n'arrivent à faire organiquement. Et à côté de ça, on a développé une activité d'agence de gestion d'influence engagée. Alors ça, c'est un autre sujet que j'aborderai pas là parce que c'est trop long. Mais en gros, on travaille avec un pool de 15 influenceurs et influenceuses extrêmement engagés qui ont à cœur de faire rayonner d'empoigner leur responsabilité de personnalité à impact auprès d'une audience qui va de 3000 à 200, 300 000 abonnés, notamment sur Instagram, pour faire passer des informations à la fois vérifiées et qui font sens à leurs yeux, et pour aider ces marques à se faire connaître et leur travail à être valorisé. Et donc voilà, ça c'est la troisième partie du modèle. Ok. Et avec ça, vous arrivez du coup à rentabiliser déjà le projet, le média? Alors, on a mis, en gros, on n'a jamais été vraiment déficitaire. On a mis, je peux le dire de façon tout à fait transparente, hein, on a mis, Thibaut et moi, l'équivalent de 10 000 euros à deux au début pour développer la première plateforme. On ne s'est pas payé pendant les 3 premières années. Et là, c'est depuis très récemment, on commence à pouvoir se générer des revenus dans une certaine mesure, évidemment, mais on a depuis le début injecté le moindre centime. C'est une discussion plus business, hein, mais dans l'entreprise. Et c'est ce qui fait qu'on n'est pas dépendant de l'extérieur et que jusqu'ici, ouais, on se porte bien, mais on est... Enfin oui, c'est vraiment une économie de centimes, quoi. On est très attentif. Maintenant, en fait, on a aussi à cœur, encore une fois, de bosser avec toute l'industrie. Et il y a une autre notion d'éthique qui rentre dans notre modèle économique. En fait, on a des tarifs qui sont indexés à la taille de l'entreprise partenaire, parce qu'on considère qu'un petit créateur qui est tout seul et qui a besoin de nos services, si on ne peut pas l'aider gratuitement parce que c'est une grosse mission, il ne doit pas payer la même chose qu'une grande entreprise à flot, parce que ça aussi relève de l'éthique. Donc, on a des forfaits qui correspondent à la taille de l'entreprise partenaire, et c'est ce qui permet aussi de faire en sorte que les très gros filent indirectement un coup de pouce aux plus petits. Et il y a une forme de collaboration qui est assez inédite aussi dans le modèle d'un média, je pense. Ouais, c'est bien de voir qu'il y a plein de choses possibles et qu'on peut encore proposer une nouvelle façon de faire qu'un média soit pérenne. Et de ton côté, Cécile, comment ça se passe pour Unmade? Vous avez déjà un modèle économique défini? Vous en êtes où? Alors, on en a un, mais c'est pareil, nous, on n'est pas effectivement... alors, nous, on est une équipe de plusieurs personnes, on est tous freelance, c'est-à-dire que, comme je vous le disais, Unmade, la structure qui édite la revue est une association loi 1901, donc à but non lucratif. Donc, pour l'instant, on est encore sous cette structure-là. Donc, Unmade n'est pas une entreprise. Donc, c'est pour ça que je faisais le parallèle avec le modèle du Fandina, parce que je pense qu'on est dans quelque chose aujourd'hui qui se rapproche plus de ça que d'un média avec un vrai modèle économique et effectivement un objectif de développement économique pour faire vivre des salariés potentiellement, etc. Donc nous, on est tous des freelances, donc on fait effectivement ensemble Unmade par passion. Donc effectivement, comme le disait Victoire, on n'est pas à plein temps sur la revue. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment notre projet passion. Alors ça a beaucoup d'avantages parce qu'effectivement, on a une périodicité. C'est aussi pour ça qu'on a choisi cette périodicité, c'est-à-dire que non seulement par rapport à ce qu'on veut proposer, on a besoin de temps, mais ça nous permet aussi de continuer à développer le média en ayant donc nos activités à côté. Donc l'idée, en fait, les 2 premiers numéros qu'on vous a présenté tout à l'heure, donc ils ont été financés par des fonds propres et par une campagne de crowdfunding qu'on a faite il y a 1 an et demi maintenant, donc qui nous a permis de lancer le premier numéro et de poser des jalons pour le deuxième. Donc l'idée, en fait, on y réfléchit
plus en plus, et c'est vrai que la crise du Covid nous fait voir les choses aussi de manière un petit peu différente, mais je pense que c'est pareil pour tout le monde. Donc l'idée en fait pour le numéro 3, c'était alors il y a aussi une grosse différence que j'ai pas mentionnée tout à l'heure, mais ça va avec l'indépendance entre une revue comme Unmade et des médias print plus traditionnels qui parlent de mode comme les médias féminins, c'est le fait qu'il n'y a pas de publicité dans Unmade, aucune. C'est-à-dire que les 2 premiers numéros, c'est 100% de contenu éditorial et artistique. Donc l'idée initialement pour le numéro 3, c'est qu'on s'était dit qu'on allait ouvrir peut-être 4-5 pages à des annonceurs partenaires vraiment sélectionnés, c'est-à-dire effectivement des entreprises de l'économie sociale et solidaire ou, comme tu le disais, Victoire, des institutions, des ONG qui sont justement, qui ont un peu de budget et qui font un petit peu de qui font un peu de publicité et qui sont justement dans toutes ces problématiques de la mode durable. Donc on avait cette piste. Alors il se trouve que on avait commencé à poser des jalons au printemps. La crise du Covid a un petit peu tout coupé. Donc là, effectivement, tous les médias classiques connaissent une chute de leurs revenus publicitaires vertigineuse, puisque les entreprises coupent beaucoup compte tenu de la crise, leur budget publicitaire. Donc, nous, sur le 3e numéro, on a un petit peu changé. Donc, déjà, on devait le sortir là en septembre-octobre. On a décalé la sortie au début de l'année prochaine, donc début 2021, puisqu'effectivement, là, on n'était pas en mesure, avec le confinement, de faire notre travail correctement, de faire nos reportages, de faire nos articles, de faire nos portraits, de faire nos shootings, etc. Bon, là, ça va être encore un peu chamboulé, mais on espère effectivement que la revue sortira quand même début 2021, enfin, le numéro 3. L'idée, donc là, c'est de refaire pour le numéro 3. Donc, on a quelques partenaires potentiels donc, qui pourraient effectivement se joindre à ce numéro 3, donc soit sous forme de publicité assez classique, soit sous forme, comme tu le disais, Victoire, comme vous le faites, de publier rédactionnel. Après, nous, l'idée, c'est que ça ne dépasse pas effectivement 5 pages sur 5%, on va dire, de l'intégralité de la revue, parce que sinon, ça n'a plus de sens, justement. On lutte vraiment contre le fait que tous ces magazines mode, lifestyle, etc. sont devenus des écrans publicitaires et que le contenu éditorial est complètement noyé dans une masse de publicité. Donc, il est hors de question que l'espace réservé à la publicité, entre guillemets, dans Unmade dépasse 5% de la totalité de la revue. Après, donc, sur le numéro 3, donc ça, ce sera peut-être une petite partie, effectivement, qu'on va commencer à développer pour le numéro 3. Moi, je crois de plus en plus à un modèle un peu comme celui de Mediapart, donc dans un secteur totalement différent, mais de fonctionnement sur la communauté de lecteurs. Et c'est pour ça qu'on a besoin, effectivement, que les gens achètent notre revue, que les gens s'abonnent. Et d'ailleurs, je remercie vivement les personnes qui nous regardent et qui ont souscrit à l'abonnement. Comme je suis sur mon ordinateur, j'ai eu des petites notifications comme quoi des abonnements avaient été souscrits. Donc, vraiment un grand merci, parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir se développer. C'est grâce à notre communauté de lecteurs. Et moi, je suis de plus en plus convaincue que c'est vers là qu'il faut aller. C'est-à-dire que vraiment garder notre modèle 100% indépendant, sans publicité ou quasi sans publicité, et essayer de développer au maximum notre communauté de lecteurs. Donc, la version digitale à laquelle on est en train de réfléchir, ça pourrait être effectivement une source de revenus aussi complémentaire, avec une souscription, donc un système d'abonnement, par exemple, bien sûr, plus bas que pour l'abonnement aux médias print, ou quelque chose de combiné. Enfin voilà, on réfléchit à pas mal de choses, et je pense que c'est vraiment l'avenir pour un média. Enfin, c'est vraiment la base pour un média comme Unmade, voilà, de se développer un petit peu sur un modèle un petit peu comme je disais, celui de Mediapart, par exemple, qui ne fonctionne pas sur la base de revenus publicitaires,
Donc le numéro 3, il est aussi fort probable qu'on le lance sur la base d'une autre campagne de crowdfunding, cette fois en précommande, c'est-à-dire que les gens pourront précommander à l'avance leur numéro, ce qui nous permettra de financer notamment les frais d'impression qui sont forcément assez élevés, surtout dans les conditions dans lesquelles on a choisi de fabriquer Made. C'est sûr qu'on imprime en France, à Paris, donc c'est pas les mêmes coûts que si que si on faisait imprimer à l'autre bout du monde ou de l'Europe. Donc voilà, ça c'est aussi des choix éthiques, des choix engagés qu'on assume complètement. Mais du coup, le système de précommande pourrait aussi, comme le fait par exemple beaucoup le média Socialter, qui est un de nos modèles sur les hors-séries, c'est quelque chose qu'on a envie de développer aussi. Ok, donc du coup, tu répondais à la question est-ce qu'un média peut se développer sans publicité? Donc, dans l'idée, c'est tout à fait envisageable si la communauté grandit et Exactement. soutient le média et qu'on passe dans un nouveau modèle et pas juste prendre l'information gratuitement, mais s'engager aussi dans le choix de l'information qu'on va. Ce que fait Mediapart, moi, c'est un modèle économiquement, effectivement, qui m'inspire beaucoup. Avec aussi un engagement au niveau du traitement de l'information qui est assez proche de ce qu'on défend nous, même si ce n'est pas du tout les mêmes sujets et les mêmes secteurs. Hein. Mediapart, c'est un média d'actualité quotidienne, donc ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai qu'il y a effectivement des choses dans ce modèle que je trouve très intéressantes et que j'espère on pourra appliquer d'une certaine manière à Unmade. Voilà, on va voir comment ça se développe, mais en tout cas, c'est la direction qu'on prend aujourd'hui. Et notre idée, c'est déjà de faire vivre le média. Après, effectivement, en tirer des revenus et pouvoir créer une entreprise et se salarier, ce serait super. Mais je pense qu'il faut y aller étape par étape. Et déjà, notre priorité aujourd'hui, c'est vraiment de construire notre communauté, de faire que le média s'autofinance, qu'on puisse continuer à faire tout ce travail qu'on fait et à prendre le plaisir qu'on prend aussi à créer ce média avec l'équipe. Voilà, et également inspirer nos lecteurs. Donc, c'est vraiment la priorité. Puis après, on verra comment les choses se développent. Ok, merci pour ce partage. Est-ce que Victor, tu aimerais rebondir justement sur ce qu'elle a dit par rapport aux annonceurs? Est-ce que toi, tu penses que c'est vital aussi ou est-ce que plutôt tu penses que c'est, comme elle dit Cécile, possible d'aller vers ça aussi pour toi? Non, je pense que c'est tout à fait possible et j'y crois. À mon sens, c'est très important de notre petite expérience de diversifier son modèle économique. En fait, quand on est un média, ça peut passer aussi par choses qu'on ne fait pas du tout et qu'on n'a pas l'ambition de faire, mais de l'événementiel ou différents autres types de supports. Effectivement, des hors-séries, etc. Le côté freemium, je pense que c'est très important parce que ça engage aussi les lectrices et lecteurs à se nourrir de contenu de qualité et le fait de payer même 1 € ou 20 centimes symboliques pour un article. Alors évidemment, il y a une autre question éthique qui est celle de l'accessibilité de la presse et de la démocratisation de l'information qui ne doit pas être quelque chose d'élitiste. Donc il y a un entre-deux à faire et que fait très bien Mediapart ou Le Monde sur des contenus mix payants, non payants, etc., des systèmes d'abonnement. Et ça reste souvent des choses qui sont très accessibles. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une telle quantité d'informations web, reprises, traduites, écrites par des robots. Enfin, on ne sait plus vraiment où donner de la tête. On a de moins en moins d'attention à donner aussi parce que voilà, la digitalisation du monde et l'accessibilité aux infos fait qu'on passe moins de temps à chercher et on a moins de temps de cerveau disponible pour des contenus. Et ce qui fait que les contenus de qualité passent aussi potentiellement à la trappe. À mon sens, les prochaines années vont dessiner une nouvelle forme de médiatisation des informations, notamment en digital. Il y a eu l'ère des blogs balbutiants où, lorsqu'ils étaient une poignée, il y avait du contenu de qualité qu'on allait lire et qu'on prenait plaisir à aller chercher. Aujourd'hui, on a une espèce de masse de tout, réseaux sociaux comme médias at large, et on se rend compte que les gens ont de plus en plus envie d'aller chercher des infos de qualité et donc de fait l'offre s'étoffe aussi. Les médias indépendants sont de plus en plus prégnants, les médias traditionnels sont de plus en plus faibles aussi bien en print qu'en digital. Donc on est tous de toute façon dans
quel que soit le corps de métier, dans une transition où voilà, on va avoir besoin d'une fenêtre de 5 à 10 ans pour, je l'espère, dans la mode, comme ça a été le cas dans la nourriture, comme dans les médias, voir émerger la qualité au détriment de la quantité, quoi. Je l'appelle de mes voeux. Voilà. Donc, tes perspectives, du coup, justement, je voulais parler de ça. Comment vous voyez l'évolution de ce journalisme de mode dans les prochaines années? Donc, tu as déjà donné un axe de réponse. Est-ce que tu aimerais compléter? C'est très compliqué parce que j'en ai pas l'expérience et la connaissance, mais c'est sûr que je voudrais qu'il y ait une désacralisation du pouvoir de la toute-puissance comment dire, des structures qui gèrent 95% des médias en fait, et que tout ça fissure, que la relation symbiotique, il y a un article hyper bien qui est paru il n'y a pas longtemps sur Business of Fashion qui parle de ça, de l'espèce de cassure accélérée par le Covid entre le rapport indéfectible entre les médias, les grands médias de mode et les marques de mode. Ouais, tout ça est petit à petit en train de se fissurer. La question, c'est comment on va redistribuer les cartes, quoi. Donc, j'ai pas de boule de cristal. Je ne peux que travailler au quotidien à faire en sorte de dessiner aussi bien l'information que le médium qui va permettre de la rendre accessible de la manière dont moi je l'entends et j'aimerais la voir se développer. Donc, contribuer justement à cette transformation au quotidien, comme tu dis, c'est la meilleure façon de faire évoluer, en fait, de créer soi-même le changement. Et du coup, de ton côté, Cécile, comment tu vois l'évolution de ce journalisme de mode, aussi bien, on va dire, toi, c'est plus papier qui te touche, mais tu peux parler aussi du digital, comment allier les deux peut-être aussi? Alors effectivement, je pense que ce qu'on fait, c'est un peu pour ça qu'on le fait, comme tu viens de le dire Natacha, c'est essayer de façonner en créant l'avenir qu'on a envie de voir. Donc moi j'espère que effectivement le journalisme de mode et les médias qui parlent de mode et de vêtements vont évoluer dans le sens qu'on essaie d'impulser avec Made, avec The Good Goods, c'est-à-dire vers effectivement une déconnexion des tendances, un appui à la jeune création, une remise en question des modèles de consommation et de production sur lesquels se sont fondés la fast fashion. Je pense que c'est de toute façon, on le voit dans l'alimentation. Je pense que c'est une bonne analogie puisqu'effectivement, aujourd'hui, vous voyez dans les rayons, par exemple, de votre supermarché, le bio se développe d'une manière exponentielle. Donc ça, effectivement, bon, on n'est pas là pour débattre de ça parce qu'il y a effectivement aussi des biais au bio-industriel, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que de toute façon, c'est une tendance, c'est-à-dire que les médias, justement, encore une fois, hein, une tendance, les médias de mode parlent de plus en plus des marques engagées, des marques éco-responsables, de l'impact environnemental et social de la mode, etc. Donc ça, c'est très bien. Je veux dire, il le faut. Après, il faut effectivement qu'il y ait un changement en profondeur, comme je le disais. Victoire, c'est effectivement ce que tu soulignais, l'article dont tu parlais, donc cette espèce de lien entre les médias de mode et les marques de mode. Enfin, il faut que ça se soit absolument repensé, qu'il y ait justement beaucoup plus d'indépendance dans tout ça. Donc, j'espère que ça va évoluer dans ce sens. En tout cas, c'est vrai que dans ce qu'on propose, je pense aussi bien avec Make qu'avec The Good Goods, c'est que les gens, effectivement, qui écrivent aussi sur la mode, qui produisent des médias de mode, réfléchissent à tout ça, réfléchissent à comment on peut transformer les choses pour justement soutenir un modèle aussi, parce que les médias, on a ce rôle d'information qui est fondamental hein, dans les évolutions de paradigme. Comment on peut justement, en tant que média, soutenir d'autres modèles, des modèles plus vertueux. Donc voilà, moi je pense que c'est quelque chose qui va être de plus en plus développé. Après, il y a encore des pressions, effectivement, qui sont notamment des pressions économiques qui sont très fortes. Les entreprises de médias, on le voit de manière générale, là, elles subissent une crise sans précédent avec la crise économique et sanitaire. Donc, je pense qu'elles vont être amenées à profondément se renouveler aussi. Et à mon avis, on va voir, là, je parle sur l'industrie des médias en général, hein, concernant l'industrie des médias en général, je pense qu'on va voir effectivement pas mal de changements dans les mois, années qui viennent.
Et c'est, on va dire, l'avantage entre guillemets des crises, c'est que ça permet dans certains domaines de se renouveler assez profondément. Donc voilà. Après, je pense qu'il y a aussi un autre, ce que soulignait Victoire, et effectivement, j'en ai pas parlé, mais ça fait partie intégrante de notre démarche de slow journalism, c'est justement de casser, enfin de prendre un peu le contre-pied de cette surproduction d'informations dans laquelle on est complètement noyé effectivement par l'information. Ça justifie aussi le choix du print de notre côté, puisqu'effectivement, le print, c'est 2 fois par an, 100 pages, et il y a effectivement, là, on est vraiment dans la qualité plutôt que dans la quantité. Donc, c'est vraiment pour prendre le contre-pied de toute cette surcharge d'informations dans laquelle on est noyé au quotidien. Donc, j'espère que les médias vont aussi aller vers le moins mais mieux, aussi bien dans ce qu'ils mettent en avant que dans la façon de traiter les choses. Voilà, et j'espère que les modèles vont aussi évoluer dans ce sens. Ça me paraît très important aujourd'hui, et je pense que c'est un défi qui concerne, qui est beaucoup plus global, hein, la question de la surinformation, puisque ça va avec la désinformation aussi, et c'est ce que disait Victoire. Donc ça me paraît être un sujet fondamental et beaucoup plus large que simplement dans l'écosystème de la mode et du vêtement. Donc, au final, c'est à la fois les médias qui puissent faire moins d'informations jetables et que le lecteur puisse aussi, lui, trier les informations et finalement consommer de manière plus réfléchie l'information qu'il va recevoir. Exactement. Ça, c'est vrai qu'avec la logique du web, et je pense que Victoire, tu y es confrontée effectivement beaucoup, hein, avec The Good Goods, puisque c'est un média digital. C'est pour ça que nous, on a choisi de faire du print, en fait, pour l'instant, et de ne faire que du print, parce qu'au moins, Voilà, après, je dis pas que c'est... on voit bien aussi les limites que ça, hein. Nous, on le sent bien, c'est pour ça qu'on réfléchit à une version digitale assez différentes. On est en train de réfléchir à tout ça. Mais c'est vrai que le choix de faire du print, c'est un moment de dire, bon ben voilà, on casse vraiment avec cette logique de surinformation, et donc on se sort du web, en fait. C'était un petit peu l'idée. Après, voilà, il faut essayer de réconcilier les deux. C'est ce à quoi on est en train de réfléchir. Mais l'idée d'en revenir au print, c'est aussi un engagement à ce niveau-là. Ok. Du coup, ceux qui nous regardent encore, n'hésitez pas à poser vos questions. On arrive à la fin du talk show. Et avant qu'on prenne les questions, si vous voulez juste nous partager un petit peu les retours que vous avez déjà des lecteurs, des annonceurs, et aussi quelles sont les prochaines étapes pour chacune. Victoire, si tu veux nous partager. Oui, nous, on est plutôt très heureux. On a bénéficié d'un vrai regain d'intérêt, enfin gain d'intérêt finalement global, comme un peu tous les médias digitaux pendant le confinement, mais qui la courbe en fait est restée, ça s'est pérennisé avec le temps. Je pense qu'il y a une vraie indignation là, particulièrement depuis ces quelques mois de pandémie, et une vraie quête de sens dans ces actes de consommation et donc de recherche d'informations de la part des citoyennes et des citoyens, et on en bénéficie. Aujourd'hui, en fait, c'est protéiforme, quoi. Il y a aussi bien les marques qui sont de plus en plus des marques de la mode traditionnelle, qui nous approchent avec moins de défiance et plus de curiosité, donc c'est des signes faibles en faveur d'une évolution globale de l'industrie. Il y a évidemment les dizaines de messages privés ou d'emails qu'on reçoit de remerciements de gens qu'on a pu guider dans leur consommation, qui sont autant de petits bonheurs que de vraies sensations d'avoir eu un impact significatif. On est dans l'interaction. En fait, quand les gens ne sont pas d'accord, ils posent des questions plutôt que des scuds. Et ça aussi, c'est chouette parce que c'est une autre manière d'inventer la discussion sur le web qui sort des conflits habituels un peu bas étage, des Twitter, etc., du clickbaiting à celui qui va sortir le plus gros scandale, etc. Juste pour refaire un petit point sur le côté moins mais mieux d'un point de vue des médias, je voudrais quand même dire qu'à mon sens, il y a plein de signes en faveur d'une évolution positive dans ce qu'on décrit, aussi bien côté print, comme le fait que la revue Made puisse grandir et évoluer,
mais que des exemples comme Society, qui a cartonné aussi récemment, La Relève et la Peste, les libraires qui sont en hyper galère face à des géants comme Amazon, mais qui bénéficient du soutien de plus en plus important, pareil, de la communauté citoyenne. Donc ça, c'est vachement chouette. Et du côté digital, malgré tout, bien que on soit contraint de créer du volume pour être existant et pour être référencé de façon significative par Google, on va aussi vers un moins mais mieux dans le choix de la pertinence de ces sujets, de la longueur de ces éditos, de la logique de mots-clés qui fait sens et de la force de maillage interne au sein de ces sites web qui montre qu'on est vraiment référent d'un sujet. Et Google a tendance à favoriser les médias nichés qui font de l'information de qualité sur une verticale. Donc ça reste positif et j'ai vachement d'espoir pour ça. Ça fait partie des retours indirects, peut-être, pour reprendre ta question, Natacha, mais ouais, qui sont bénéfiques. Il y avait une autre partie dans ta question, le futur. Je pense là, on vient de sortir la nouvelle plateforme. On a fait peau neuve aussi sur le podcast, aussi bien dans la thématique que dans la façon de le brander. On va se poser sur ces acquis-là et essayer de travailler à la qualité de nos contenus, pas courir 40 lièvres à la fois et se concentrer sur nos acquis à l'heure actuelle, au moins pour l'année à venir. Et j'en profite pour annoncer de façon officielle qu'on est aussi admis en tant que média principal dans la caserne, qui est le projet de la mode éco-responsable à Paris, ce qu'on a eu la joie d'apprendre il y a quelques semaines et qu'on va annoncer publiquement la semaine prochaine sur The Good Goods. Voilà, pour les actus. Alors, du coup, je vous entends plus. Excusez-moi, j'avais coupé mon micro. Ouais. Félicitations et merci pour la formation en avant-première. Et du coup, pour toi, Cécile, quelles sont les prochaines étapes et les retours, si tu veux nous partager ? Oui, alors moi je vais peut-être commencer par les prochaines étapes. Du coup, je vous en ai déjà en partie parlé. Je vous ai parlé donc du numéro 3 qu'on est en train de préparer. On est notamment en collaboration sur ce numéro 3 avec les étudiants de la Casa 93. Donc ça, on est très très content de ce partenariat-là. Donc là, on a encore une séance de travail avec les étudiants demain. Donc ils vont nous aider à rédiger un certain nombre de contenus du numéro. Il nous aide aussi sur la dimension artistique, stylisme, photo, etc. Donc ça, c'est une première chose pour le numéro 3 qui sera centré. Donc, je vous disais que le numéro 2, par exemple, le dossier principal était sur la thématique du végétal. Là, ce sera sur la thématique du social. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus parce qu'on est en train de construire tout ça. Mais ce sera la grande thématique du numéro 3, donc en collab avec entre autres la Casa 93. Donc au niveau donc du financement, comme je vous disais, il y aura une campagne très probablement en début d'année prochaine de crowdfunding pour précommander le numéro. Donc ça, évidemment, on va l'annoncer assez prochainement. Enfin, ça va se préciser dans les semaines qui viennent. Donc voilà pour l'actualité. Après, bon, on espère qu'on pourra faire 2 numéros en 2021 parce qu'on a pu en faire qu'un en 2020. Donc on espère qu'il y en aura 2 en 2021. On invite effectivement si des partenaires, entreprises, associations, etc. Veulent échanger, enfin veulent avoir un échange avec nous. Justement, nous, on est hyper ouverts à essayer de construire des partenariats un peu différents, c'est ce que je disais tout à l'heure. Au niveau des retours qu'on a, bon, les retours effectivement sur les 2 premiers numéros de la revue sont excellents et je remercie effectivement tous ceux qui nous soutiennent depuis le départ, donc qui nous ont soutenus pendant la campagne de crowdfunding, qui continuent à nous soutenir en achetant le magazine, en s'abonnant. Alors nous, les abonnements qu'on propose, c'est des abonnements de 4 numéros, puisqu'on a une périodicité assez libre, qui est sur une base semestrielle, mais là, on a vu qu'en 2020, on a pu sortir qu'un numéro compte tenu de tout ce qui s'est passé. Donc on propose des abonnements pour 4 numéros, donc c'est environ 2 ans, mais là, ça va être un petit peu décalé du coup pour ceux qui se sont abonnés.
Mais c'est aussi ça, hein, d'être indépendant, c'est de s'adapter au contexte, à ce qui se passe. Et ça, je pense qu'effectivement, tous les gens qui soutiennent la revue le comprennent extrêmement bien et c'est des choses qui leur parlent. Donc voilà, c'est vrai qu'on a des retours très bons à la fois sur le fond et la forme. Bah, c'est ce qu'on souhaitait, hein, d'avoir aussi une forme dans l'objet qui reflète nos valeurs, notre ligne éditoriale. Donc ça, je suis assez contente parce que je pense que pour l'instant, c'est assez réussi. Donc on va encore approfondir effectivement la beauté de l'objet, la dimension artistique, comme je le disais. Après, voilà, c'est vrai qu'on a 2 numéros pour l'instant. Moi, à chaque fois que je les relis, je me dis qu'il y a tellement de choses que j'aimerais faire en plus, que j'aimerais perfectionner. Mais ça, je pense que c'est le propre de tout porteur de projet. Mais en tout cas, oui, les retours qu'on a sont très, très bons. Et vraiment, ça encourage à continuer. J'ai souvent des petits mots, effectivement, de gens qui s'abonnent et qui me remercient de l'initiative, enfin, qui sont extrêmement positifs. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de précieux quand on entreprend un projet comme celui-là. Voilà, donc je dis vraiment merci à tous ceux qui nous soutiennent et tous ceux qui, j'espère, nous soutiendront dans le futur. En tout cas, on peut dire merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir parce qu'on a eu beaucoup de commentaires très gentils, très encourageants. Donc, vous pourrez regarder tout à l'heure. J'ai commencé à regarder, effectivement, mais j'ai essayé de pas trop. Voilà, c'est ça. Et merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir suivis. Et alors, j'ai vu qu'il y avait quelques petites questions. Alors, il y a Linda qui pose une question pour Victoire. Quel est le nom de l'entreprise de site Low Impact? Alors, je vais le révéler, mais c'est aussi les prochains invités du podcast, donc c'est super. Ça s'appelle Buddy Buddy, à Paris, comme un buddy en anglais. Et surtout, allez-y notre part, c'est des crèmes. Ok, merci. Alors, Liliane s'est abonnée à Unmade, hein, donc merci Liliane de soutenir. Merci beaucoup Liliane, j'ai vu passer donc merci, parce que c'est vraiment ça qui va nous permettre de continuer l'aventure. Ouais, et on a eu Catherine et Ariel qui sont aussi investis, avec qui tu travailles, du coup, Cécile, qui nous ont soutenus, qui ont communiqué aussi sur les informations à toutes les personnes qui ne connaissaient pas encore. Donc, merci. Alors, Liliane qui demandait le modèle économique, ben, du coup, on a répondu. Je pense que c'est clair. Ariel et Catherine ont commenté aussi. Oui, j'ai vu, elles ont fait le job par écrit. Voilà, c'est parfait, super. Il y a toutes les infos. À tous les deux. Merci beaucoup. Je regarde encore, il y a quelques commentaires. Alors. Moi, j'ai fermé Facebook, je ne pouvais pas regarder pendant. C'était pas possible. C'est un peu, mais en même temps, c'est le propre de la visio, c'est-à-dire qu'on a des choses qui se passent à côté, quoi. Voilà, c'est ça. Mais que des super commentaires, donc merci beaucoup. Il y a Liliane qui parlait du mot tendance. Ce mot est à définir. Il faudrait lui donner ses nouvelles lettres de noblesse. Donc, non, c'est un vrai sujet, en effet. Moi, je parlais effectivement de tendance qui, pour moi, est vraiment associée au mot mode. Et je disais que j'avais de plus en plus de mal. Nous, la baseline, pour l'instant, de Unmade, c'est la mode libre. Donc ça, c'est notamment une idée qu'on a développée avec notre collectif UAMEP. Donc un retour aux fondamentaux du vêtement, une mode libre à la fois pour celui qui crée, pour celui qui porte. Enfin, il y a plein de choses derrière. Mais c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal avec ce mot mode. Alors effectivement, il faut, je pense, lui redonner ses lettres de noblesse. Moi, de plus en plus, c'est associé. Enfin, pour moi, c'est associé à des choses très péjoratives. Mais moi, je suis assez d'accord avec Liliane. J'espère que ça va évoluer parce que voilà, c'est tendance, mode. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des choses qu'on a plutôt tendance à rejeter, entre guillemets, mais en même temps, on essaie de les redéfinir aussi et d'ouvrir d'autres perspectives pour la mode et pour les tendances, justement. Ouais, donc une belle mission pour Unmade, du coup, peut-être, et The Good Goods. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous partager encore? Merci. Alors, il y a Liliane qui veut te parler, Cécile, donc tu pourras voir avec elle. Merci Caroline, merci My Wardrobe Buy, merci à Véronique qui nous encourageait pour la qualité des échanges. Ben voilà, merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à retrouver Unmade sur unmade.fr pour vous abonner, découvrir les prochains numéros et thegoodgoods.fr
pour retrouver du coup l'actualité au quotidien proposée par Victoire et son frère du coup. Et puis en ce qui concerne le guide de la mode éco-responsable, il est toujours disponible. Vous pouvez retrouver aussi la contribution de Cécile dans le guide. Il est disponible à la FNAC ou bien sur le site de Place des Libraires. Et vous pourrez retrouver le replay de ce talk show sur YouTube, donc sur la chaîne Poesia Channel. Et donc, je vous donne rendez-vous le 26 novembre pour un prochain épisode. Et je vous dis une très bonne soirée. Et je vous remercie beaucoup, Victoire et Cécile, pour votre partage qui était vraiment très riche. Si vous voulez ajouter un petit mot avant de partir. Juste, voilà, merci, un grand merci Natacha, encore une fois pour l'invitation, aussi de nous avoir inclus dans le guide. Donc ça, c'est vraiment super. Bravo pour le guide, bravo à Victoire et à Thibaut pour la nouvelle version de The Good Good. Voilà, je trouve qu'il y a effectivement des très belles complémentarités entre ce que vous faites et la revue papier Unmade. Donc voilà, ça fait plaisir de voir toutes ces initiatives qui se précisent dans notre écosystème. Et puis voilà, merci à tous ceux effectivement qui nous ont suivis et qui nous soutiennent. Oui, je vais compléter, mais rapidement parce que c'est la même chose pour moi. Merci beaucoup Natacha. Déjà, c'est un honneur d'avoir pu partager 7h30 avec vous et c'était hyper riche. C'est rare d'avoir une liberté de parole et un espace de qualité comme ça. Merci aussi pour la qualité de la préparation qui était idéale. Cécile, j'étais très contente d'en savoir plus et je suis aussi hyper heureuse de constater le chemin parcouru en parallèle de toutes ces petites entités qui gravitent dans le monde de la mode éco-responsable, d'abord à Paris, puis maintenant national. Et je trouve ça hyper beau, hyper prometteur aussi pour la suite. Je suis très contente ici qu'on soit 3 nanas ce soir à discuter de ces sujets. Donc voilà, on peut être fiers de ça. Et je rajouterai un grand merci bien sûr aux personnes qui nous ont suivis pour votre intérêt ce soir et puis toutes celles qui sont derrière nous depuis le début et qui ne nous lâchent pas avec nos idées qui paraissaient folles il y a quelques années et qui aujourd'hui sont un peu plus audibles. Voilà, j'ai envie qu'on continue tous ensemble dans cette direction. Merci beaucoup. Voilà, on va transformer le monde de la mode et le monde en général avec toutes nos initiatives. Et tous ceux qui nous regarderont en différé aussi, merci de nous suivre. Et du coup, on vous dit à bientôt. Et on vous souhaite une très belle soirée. Bonne soirée. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Si ce contenu t'a plu et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne Poesia Channel, abonne-toi dès à présent pour recevoir une notification pour les prochains épisodes pour devenir toujours plus un consommateur. À très bientôt!